Bonjour mes amis et bon retour parmi nous. Tout au long du week-end, en Russie et en Ukraine occupée, nous avons eu un déraillement d'un train de passagers. Un pétrolier russe a été immobilisé par les autorités suédoises. Nous avons de nombreuses raffineries et usines détruites, et nous avons eu 2 attaques de drones ukrainiens différentes, l'une en Crimée et l'autre dans la région occupée de Vatsk. Passons tout de suite aux détails. Le pétrolier de la flotte fantôme russe Flora 1 a été arrêté par les gardes-côtes suédois, soupçonné de crimes de pollution. Ce n'est pas qu'une simple suspicion. Je veux dire, il y a une énorme traînée derrière ce pétrolier. Regardez le trajet qu'il a emprunté. Entre Gotland, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, il a laissé une énorme traînée de carburant fuyant du pétrole brut. Ce n'est pas bon. On ne veut pas ça dans la mer Baltique. Donc les autorités suédoises, la garde côtière, ils ont vraiment du cran. Ils ont carrément arrêté le pétrolier. Elle a été repérée à 4h30 locale, au milieu d'un trafic intense dans le détroit de Bornholm, après avoir relâché environ 10 mètres cubes de pétrole la veille à l'est de Gotland. Sur cette photo, on peut vraiment voir à quoi ressemble la marée noire. C'est une traînée dans l'eau, une traînée de pétrole. On ne veut pas de ce genre de choses. C'est une vraie photo de la garde côtière suédoise en train de monter à bord du pétrolier. Malheureusement, nous n'avons pas de vidéo de cela, donc vous devez juste l'imaginer. Regardez ça, mes amis. N'est-ce pas magnifique? Et c'est aussi frais, comme de la viande fraîche. Je veux dire, cela s'est passé ce soir, le 6 avril à Novorossiysk. Vous pouvez voir les projecteurs, 2 d'entre eux, cherchant les drones et essayant de les abattre. Vous pouvez voir la défense anti-aérienne tirer ses balles traçantes. Environ 1 balle sur 4 ou 5 est une traçante, donc chaque point lumineux représente plusieurs balles tirées. Juste ici. Il y a des tonnes de balles normales, mais j'imagine qu'ils ont raté parce qu'on a déjà des feux de joie. 3 en fait. Donc oui, je ne sais pas ce qu'ils essaient d'abattre, mais ils ont déjà allumé leur feu au sol. Vous arrivez trop tard. Voici le terminal pétrolier de Tchechkari à Novorossiysk, en Russie. Nous avons aussi une vidéo de cela. Regardez ce joli petit feu de joie aux frais de l'État offert gratuitement au peuple russe. Une autre vidéo. Bien sûr, nous avons plusieurs vidéos. Laissez-moi vous donner une géolocalisation, pour que vous sachiez exactement de quoi je parle. Voici une géolocalisation pour vous. Des feux de joie, 3 feux de joie, 3 endroits géolocalisés. On peut voir qu'il s'agit des postes d'amarrage. Pardonnez-moi pour le manque de vocabulaire maritime. L'endroit où ils chargent et déchargent le pétrole. Les 3 sont en feu. Waouh. En plus, cette photo a l'air légendaire. Tu devrais la mettre dans un cadre et l'accrocher, c'est vraiment belle et on dirait qu'elle a été retouchée, alors que non. Et juste pour le plaisir, voici une dernière vidéo de ça. C'est un feu de fioul lourd, tu peux toujours reconnaître ça grâce à la base épaisse du feu. Regarde ça et ça monte assez lentement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de matière qui brûle. Je suppose que c'est un réservoir de carburant en feu juste ici, et on vient de voir un autre impact, boum. Tu vois ce petit éclair, c'est la liberté qui se déploie en Russie. Tu pensais que c'était fini, mais ce n'est pas fini. Le 5 avril, un jour avant, nous avons une raffinerie de pétrole à Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod. C'est à 400 km à l'est de Moscou. Alors, est-ce que quelqu'un a fumé ici de façon extrêmement imprudente, ou alors, à ton avis, ça ressemble à quoi? Peut-être les sanctions ukrainiennes, les drones ukrainiens, qui livrent des cadeaux, exportent la liberté, la mettent hors service, peu importe comment tu veux le dire, c'est un joli petit brasier exactement là où se trouve la raffinerie de pétrole de Kstovo. Dans la nuit du 5 avril, l'usine de la ville de Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod, a été la cible d'une attaque massive de drones. Les habitants locaux ont signalé au moins 20 explosions. Waouh, nous avons gagné, mes amis, je suppose. Le ministère russe de la Défense va annoncer qu'ils ont abattu 20 drones, mais avec quoi? Avec leur propre raffinerie de pétrole? Un incendie de grande ampleur s'est déclaré sur le territoire de l'entreprise, visible à une grande distance. Une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus de la zone industrielle. J'adore la formulation employée là-dessus, je lis un roman sur la guerre de 2 pays qui brûlent les raffineries de pétrole de l'autre. C'est comme une belle description, mais ce sont des faits réels venant de Russie, et c'est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Lukoil en Russie. L'usine traite environ 17 millions de tonnes de pétrole par an. Je dois corriger ça. L'usine a traité environ 17 millions de tonnes de pétrole. Maintenant, elle n'atteint plus ce chiffre.
Certainement pas, parce qu'elle brûle. C'est vraiment difficile de traiter du pétrole quand votre raffinerie est en feu. Vous pensiez que c'était tout, mais ce n'était pas tout, mes amis, parce qu'un jour, même avant ce 4 avril, il y a eu une autre frappe de drone dans une autre zone, dans une autre raffinerie de pétrole. Eh bien, pour être plus précis, celle-ci est une usine chimique et de caoutchouc. Elle est liée au pétrole, mais fabrique des produits chimiques à partir du pétrole et produit du caoutchouc. Aussi, bien sûr, je parle du Tolyatti Caoutchouk, qui se trouve dans la ville de Tolyatti, sur la Volga. C'est en plein cœur de la Russie. C'est tout ce que vous devez savoir. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont frappé l'usine chimique Tolyatti Caoutchouk dans la région de Samara, en Russie, à l'aide de drones d'attaque, provoquant un incendie de grande ampleur dans l'installation. L'étendue des dégâts n'est pas claire, mais elle est en cours d'évaluation. Plusieurs zones de l'installation sont en feu. L'étendue des dégâts n'est pas claire. Où ? Pour moi, d'après cette photo, il est assez clair que c'est un grand feu de joie où les Russes peuvent aller faire griller leurs saucisses s'ils le souhaitent. L'usine est en train de brûler, voilà l'étendue des dégâts. Très bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'Ukraine cible ces usines chimiques. Cela fait partie du complexe militaro-industriel russe. Regardez les missiles, la défense aérienne, les missiles, les chars, les véhicules de combat d'infanterie, les pneus. Ils utilisent droit du caoutchouc. De nos jours, tout nécessite des composants électroniques, du caoutchouc et des produits chimiques, eux à base de pétrole. Donc si vous frappez des usines électroniques, des raffineries de pétrole ou des usines chimiques, par exemple des usines de caoutchouc, vous frappez la chaîne d'approvisionnement du complexe militaro-industriel russe. Prenons par exemple le missile Iskandar, il contient des puces et de l'électronique, d'accord ? L'Ukraine a frappé une immense usine d'électronique russe le mois dernier, éliminant ainsi cette capacité. La Russie doit désormais détourner des ressources pour acheter à l'étranger, possiblement en Chine, ces composants électroniques pour fabriquer des missiles Iskander. Ils utilisent également des particules de caoutchouc, du caoutchouc, des mastiques en caoutchouc et différentes particules chimiques pour fabriquer différentes pièces, des pièces en plastique. Ils en ont aussi là-dedans. Vous frappez une usine chimique, vous frappez une usine de caoutchouc, vous retirez cela de la chaîne d'approvisionnement, vous perturbez la chaîne de production, vous éliminez les produits finis. C'est comme ça. C'est ce que fait l'Ukraine. Tout cela est une attaque contre le complexe militaro-industriel russe, et certaines armes ne seront pas terminées à cause de cette frappe spécifique. Peut-être que cela sauvera des vies ukrainiennes, même, il est possible que 2 cibles aient été touchées à Tolyatti, en Russie. Aussi, j'ai entendu le nom Tolyatti, ça sonne italien, Tolyatti, mais oui, Guibichev Azot et Tolyatti Caoutchouc, ce sont 2 usines différentes. Les dernières vidéos montrent un grand incendie dans les zones industrielles. Oui, c'est une belle phrase. Ça devrait égayer votre lundi, surtout si vous suivez ma chaîne. Oh, vous pensiez que c'était tout. Mes amis, habituez-vous. C'est la Russie. La prochaine nouvelle que je vais vous rapporter n'a rien à voir avec l'Ukraine, rien à voir avec la présence ou les livraisons de drones ukrainiens. C'est juste la Russie fidèle à elle-même. Puisqu'ils n'aiment pas vraiment l'entretien de quoi que ce soit, l'entretien prend du temps, cela demande des ressources. Il est bien plus facile de voler cet argent que de l'utiliser réellement pour l'entretien. Par exemple, votre infrastructure ferroviaire, les voies ferrées, simplement les poutres métalliques qui servent de rails, elles s'usent avec le temps. Chaque fois qu'un train passe, il y a des micro-vibrations, ou même de grandes vibrations, des macro-vibrations. Elles usent cette poutre métallique et si 10 000 trains, 20 000 peu importe le nombre, passent sur cette poutre métallique, il faut la remplacer. C'est pourquoi les voies ferrées nécessitent une maintenance à intervalles réguliers. Il faut les entretenir, il faut les réparer. Il faut changer les poutres métalliques, il faut changer les boulons ou le béton qui se trouve entre ces poutres métalliques. Eh bien, la Russie ne fait pas ça. Et voici le résultat. 7 wagons d'un train de passagers Tcheliabinsk-Moscou ont déraillé dans la région d'Ulyanovsk, en Russie. Aucun drone ukrainien impliqué, aucun partisan impliqué. Juste une voie ferrée non entretenue ou mal entretenue qui a simplement cédé d'elle-même. C'est comme ça, et ça arrive souvent dans l'aviation russe, aussi quand un train déraille. D'accord, c'est grave, mais il n'y a pas eu de mort. Quand un avion tombe du ciel, s'écrase. À cause d'un manque total d'entretien, les gens meurent généralement, donc c'est vraiment grave en Russie. Regarde ça, ça s'est arraché proprement. Ce métal ici était usé et devait être remplacé,
mais je suppose que l'argent a été volé. Regarde aussi les photos. Ça fait beaucoup de wagons hors des rails, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement en Russie, au moins une fois par mois. Je parle d'aucun lien avec la guerre, aucun rapport avec une situation de guerre, c'est juste une infrastructure civile qui n'est pas entretenue. Et voilà le résultat. Mes amis, la dernière fois, j'ai mentionné 2 nouveaux membres mensuels sur Buy Me a Coffee, parce que je n'en avais pas. Eh bien, vous vous êtes inscrits et j'en suis vraiment heureux parce que c'est la base. Je peux faire mon travail de façon stable et je n'ai pas à stresser parce que j'ai des abonnés mensuels sur Buy Me a Coffee. YouTube peut monter et descendre. Je suis en sécurité grâce à vous et je suis bouché. Quelques nouveaux noms qui nous ont rejoints pendant le week-end. Pilkoïski, merci. Andrew-Witz, merci mon ami. Rick Denney. Merci à vous. Et enfin, nous avons Somaona. Certaines personnes veulent rester anonymes. Aucun problème. Je respecte ça. Juste Somaona. Merci. Si vous aimez ma chaîne, inscrivez-vous à l'abonnement mensuel Buy Me a Coffee et profitez des vidéos. Vous pensiez que c'était tout ? Pas du tout, ce n'est pas tout. Le 4 avril, nous entrons dans Luhansk, occupé, dans l'est de l'Ukraine. Il y a une usine métallurgique, les usines métallurgiques d'Ishivsk, qui produisent des produits métalliques, même de l'acier. Et cet acier sert aussi à la fabrication du T-90M. C'est le char de combat russe le plus moderne. Ne me lancez même pas sur le T-14 Aramata qui n'existe pas. Eh bien, il n'y aura plus d'acier provenant de cette usine pour les chaînes de production du char de combat T-90M, parce que regardez ce que les drones ukrainiens ont fait à l'usine. Pauvre usine, pauvre infrastructure, oh non. Oh, c'est parti, oh non, c'est allé directement dedans. Non, que quelqu'un fasse quelque chose. Directement dedans. Chacun de ceux-ci est une zone de frappe différente. Je suppose que ce sont des drones d'attaque à longue portée à voilure fixe, FB2 Firepoint, 2e série. Oh, c'est un grand réservoir de carburant. N'y allez pas. N'approchez pas. Oh non, s'il vous plaît, que quelqu'un arrête ces drones. Il y en a tellement. Oh, c'est un poste électrique. Peut-être un poste électrique de 110 kW, les drones vont directement dedans. Arrêtez ça. Quelle vidéo merveilleuse pour un lundi. J'espère que ça vous a plu. Vous pensiez que c'était fini ? Vraiment ? Vous êtes encore tombé dans le piège ? Ce n'est pas fini, mes amis. On parle de la Russie ici. Un Volgobalt russe, c'est son nom. Le navire Volgobalt, transportant du blé, a coulé dans la mer d'Azov. Oui, pas endommagé, pas touché, il a complètement coulé. Il est sous la mer. C'est un sous-marin. Il sera bientôt transformé en récif de corail. Il y a des morts et des disparus. Certains membres de l'équipage ont abandonné le navire et ont rejoint la côte dans la région de Kherson, la région occupée de Kherson. C'est le Volgobalt. Il transportait d'ailleurs des produits céréaliers et du grain ukrainien volé. Je parle de grain, pas de produits céréaliers. C'est ce navire qui a sauvé l'équipage qui a réussi à s'en sortir. Et voilà l'équipage sur la plage, en train de bronzer, n'est-ce pas ? Il profite de la vie. Voilà ce qui arrive quand on vole le grain d'un autre pays. Vous pouvez voir le trajet qui traverse la mer d'Azov en plein milieu. Et c'est ici que le canot de sauvetage a accosté. C'est la plage où il bronze maintenant. Et quelque part dans cette zone, au fond de la mer, il y a un nouveau récif de corail avec le grain ukrainien volé. Au moins, les poissons peuvent profiter de ce grain. Ils vont le manger. Bon appétit. Les poissons. Il dort avec les poissons. J'attendais de pouvoir dire ça. Maintenant, c'est le bon terme pour dire ça. Vous pensiez que c'était fini ? Non, mes amis. Nous n'avons toujours pas regardé le raid de drones en Crimée du 4 avril. C'était il y a 2 jours. Tu sais comment le SBU ukrainien aime détruire chaque système de défense anti-aérienne russe qu'ils installent en Crimée. Eh bien, ils ont continué comme ils le font toujours toutes les 1 ou 2 semaines. Regardons la vidéo, nous sommes le 4 avril. FB2 Firepoint, 2e série de frappes de drones à voilure fixe sur la Crimée occupée. Tout d'abord, nous avons un radar qui me semble être un radar S-300. Corrigez-moi si je me trompe. Et il n'est plus en service, il dort avec les poissons. Waouh. Nous avons c'est quoi un grade ? Nous avons un Thor. Ouais, un Thor M2 juste ici dans les bois. Fini. Envoyons-en un autre ici.
C'est comme une vente aux enchères. On l'a eu. 3 impacts pour celui-là. Un 4e? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce que c'est? Un véhicule de combat d'infanterie? Non, sûrement de l'anti-aérien, car c'est en Crimée. Qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, si tu vois une voie ferrée, si tu vois une vidéo de drone FB2 comme ça et que tu vois une voie ferrée détruite, c'est un moment magnifique. Prenons un instant. Prends ton popcorn. Ceci est un coup porté au réservoir de carburant. Oh, j'adore ces têtes de ligne. Elles sont si agréables. Et un grand feu de joie s'est déclenché immédiatement à cause de ça. Bien sûr que oui. Bien sûr. Merveilleux. Merci SBU d'avoir égayé mon lundi. Alors, comment sont ces drones? Je veux dire, je viens de vous montrer beaucoup de vidéos de drones. Je vous ai montré de nombreuses frappes dont on n'a pas de vidéos de drones. Nous avons juste vu les conséquences des raffineries de pétrole en feu. Comment est-ce que c'est possible? Je veux dire, la Russie, ils ont des centaines, voire des milliers de systèmes de défense aérienne à moyenne et courte portée. Je parle des S-300, Pantsir, Tor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les drones ukrainiens peuvent-ils faire cela? La Russie ne devrait-elle pas les abattre? Je vais vous lire un fil qui l'explique mieux que moi. La situation actuelle en Russie s'explique par plusieurs facteurs. L'Ukraine a affaibli le réseau de défense aérienne à l'arrière, permettant à de nombreux drones d'entrer profondément en Russie. La Russie ne peut pas tous les intercepter. Les zones arrière profondes de Vladimir Poutine, qu'il aime surtout quand elles sont frappées. Et deuxièmement, l'Ukraine a réussi à infliger de sérieux dégâts aux chaînes de production de missiles de défense aérienne russes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si vous éliminez un maillon de cette chaîne de production ou de cette liste de production, comme le métal, l'électronique ou le caoutchouc, il suffit d'en retirer un. Toute la chaîne de production s'effondre jusqu'au remplacement de cet élément. Non seulement il y a eu des frappes en profondeur contre la chaîne d'approvisionnement, comme plusieurs fabricants d'explosifs russes qui ont été touchés, mais surtout la destruction de l'usine de microélectronique Kremini L. C'était une très grande usine de microélectronique. Et ce n'est pas facile de remplacer cette production. Il faut importer cela de Chine, mais il faut des composants très spécifiques que vous fabriquiez auparavant. Et maintenant, vous dépendez de la Chine. Voilà ce que font ces frappes ukrainiennes, elles poussant simplement la Russie dans une servitude encore plus grande envers la Chine. Cette usine était le principal centre de production de composants essentiels pour les missiles russes dans tout l'arsenal russe des Pantsir aux missiles balistiques Iskander, aussi les missiles de défense aérienne. Donc oui, 2 raisons. Système de défense aérienne détruit par l'Ukraine et usine de missiles de défense aérienne détruite par l'Ukraine. Maintenant, plus de défense aérienne. On voit soudainement tout brûler, ce qui est super agréable, parce que mes journées deviennent de mieux en mieux. Je vais terminer cette vidéo avec le sujet le plus important. Jens Stoltenberg, l'ancien chef de l'OTAN, a publié ses mémoires. Et je dois dire que les gens sont stupides. Ils sortent ça de son contexte et y ajoutent dans leur propre agenda. Maintenant, allons droit à la vérité. Tu veux savoir quelle est la vérité? Est-ce que Jens Stoltenberg était prêt à vendre les États baltes à la Russie? Je vais être honnête. Je suis fatigué que les gens soient aussi stupides. Je vais lire le fil et commenter dessus. Et au nom de la vérité, si tu termines cette vidéo, tu découvriras ce qui est vraiment écrit dans ces mémoires. Aujourd'hui, de nombreux sites d'actualité ont évoqué la colère suscitée par les mémoires de Jens Stoltenberg. Cela en dit long. Il était prêt à accepter les exigences de la Russie de la fin 2021 concernant le retrait unilatéral par l'OTAN de toutes les forces étrangères d'Europe de l'Est. Les mémoires ne disent pas cela. Et j'ai lu ces pages auxquelles les gens faisaient référence. Et je n'arrive pas à croire que des personnes que je suis moi-même n'ont pas lu ces passages et se contentent de se référer aux gros titres et au battage médiatique. Les mémoires ne disent pas ça du tout. Mais les gens sont paresseux et ils ne font pas ces recherches. Stoltenberg dit dans ses mémoires qu'il a eu une réunion parallèle avec Lavrov à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021. À cette occasion, il a suggéré de futures discussions sur la possibilité d'une zone tampon équilibrée, basée sur un accord entre l'OTAN et la Russie concernant des limitations militaires géographiques.
Je ne veux pas vous lire tout le texte, mais l'essentiel se résume à cela. La première proposition de Stoltenberg était que la Russie retire ses forces russes des zones situées de la frontière de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. C'est à peu près l'idée. Si la Russie agit ainsi et que c'est confirmé, l'OTAN pourra retirer des forces des pays baltes. C'est donc une zone tampon, non militarisée. Si l'une des deux parties la remilitarise, l'autre pourra réagir. Lavrov a immédiatement dit non à cela et a proposé que l'OTAN se retire des pays baltes, ce à quoi Jens Stoltenberg a déjà répondu non immédiatement à l'époque. Voilà la vérité. Et maintenant, des gens prétendent que Stoltenberg était prêt à vendre les pays baltes à Lavrov. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ni ce qui était le cas, ni ce qui était écrit dans le livre. Toute la vérité est écrite sur ces pages. Il essayait d'obtenir que la Russie retire ses forces des zones frontalières des pays baltes. Et la Russie n'a pas accepté. Donc Jens Stoltenberg n'a pas accepté les exigences russes qui étaient mis que l'OTAN se retire complètement des pays baltes. C'est le cas, et je vais aussi vous montrer les pages. La deuxième exigence, selon laquelle nous devrions retirer toutes nos forces des pays de l'Est, signifierait que nous ne pourrions plus défendre nos nouveaux membres de la même manière que les anciens. Nous finirions par avoir deux catégories de pays membres de l'OTAN. Les deux premières exigences étaient donc impossibles à accepter. C'est ce que Jens Stoltenberg écrit dans son livre, à savoir que ces exigences étaient impossibles à accepter et qu'il ne les a pas acceptées. C'est comme si la Russie faisait toutes ses demandes maintenant à l'Union européenne et que personne n'y consentait, mais soudainement les gens diraient que « Oh, maintenant l'Union européenne essaie de trahir en acceptant », alors que ce n'est qu'une supposition faite sans avoir lu le document. Je sentais que je devais clarifier cela. Je vais vous relire ceci. Les deux premières exigences étaient donc impossibles à accepter. La demande était que l'OTAN se retire des pays baltes. Voilà, c'est tiré directement des mémoires. J'espère que les gens vont maintenant laisser de côté cette rumeur selon laquelle Jens aurait essayé d'organiser une réunion en aparté avec Lavrov pour trahir les pays baltes. Ce n'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Mes amis, merci d'avoir regardé. Je vous retrouverai chaque lundi, mercredi et vendredi. Et si vous aimez la chaîne, abonnez-vous et devenez membre mensuel. Et offrez-moi un café. Jusqu'à ma prochaine vidéo, Slavokrini et au revoir.